nomos loi, auto soi. Autrement dit, qui se donne la loi. Évidemment, la situation est particulièrement délicate parce que l'on a affaire ici à des jeunes qui sont en voie d'autonomisation. Et c'est pour cela que je demande aux parents, et je pense que les parents ont un rôle fondamental à jouer ici, dans l'éducation sexuelle de leurs enfants, un rôle qu'ils minimisent peut-être trop souvent, comme le révèlent certaines études. Il n'en demeure pas moins que si l'on regarde la femme comme objet seulement de cette détermination sociale de l'hypersexualisation, on lui refuse du même coup le statut de sujet qui s'auto-détermine. On lui refuse aussi le statut de sujet d'une sexualité. En s'inquiétant de l'hypersexualité comme activité sexuelle des filles et non pas celle des garçons, est-ce qu'on n'en est pas en train de supposer que sans l'influence des médias, la fille n'est pas par nature un être de désir? Lorsque l'on pense à sexualité, il faut faire attention, à mon avis, de ne pas tomber dans certaines catégories de pensée traditionnelles qui représentent le féminin comme nécessairement subjugué par le désir masculin hégémonique. J'avoue que c'est difficile de sortir de ces catégories traditionnelles, puisque la société reproduit sans cesse des scénarios de la hiérarchie sexuelle, notamment dans la pornographie, là où souvent la femme est représentée comme étant prise et dominée par l'homme. Néanmoins, sans nier le fait que dans la réalité, bien sûr, l'exploitation sexuelle existe, devons-nous penser que la majorité de nos filles tombent aveuglées sous le joug des garçons? Et je voudrais faire ici référence à une auteure féministe, Angela Carter, qui cite dans l'un de ses livres une scène du film The 7-Year Itch, où on met en scène Marilyn Monroe qui justement rentre chez elle, qui vient de l'extérieur et qui rentre chez elle et qui s'adresse à un acteur et dit « Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, tout le monde me regarde à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Donc on comprend bien ici, on connaît Marilyn Monroe, dans cette apparence, cette femme sexy, ce sex symbole, cette femme qui dégage plein de sensualité. Et elle ne semble pas savoir ce qui se passe lorsqu'elle se promène dans la rue et pourquoi on la regarde. Donc, une espèce d'innocence ici. Donc, de ce jeu, dans la représentation de Marilyn Monroe, on peut penser que la société permet à la femme d'exercer une certaine séduction, du moins d'avoir un certain effet sur son entourage, mais surtout, on ne lui permet pas d'en être consciente de ce pouvoir qu'elle exerce sur son entourage. Autrement dit, on ne lui permet pas d'être sujet de ce pouvoir et donc d'être aussi en mesure de le gérer elle-même. Évidemment, aujourd'hui, si l'on pense aux icônes féminines de la culture populaire, si l'on pense à Madonna, à Britney Spears, la représentation de la femme et aussi le discours de cette représentation ont changé. D'abord, ces femmes parlent pour elles-mêmes et ne tiennent certainement pas le même discours que Marilyn Monroe. J'ose penser que la majorité de nos filles aussi n'ont plus le discours de Marilyn Monroe et exercent ainsi un certain contrôle sur elles-mêmes et sur leur sexualité. Mais en tant que les adolescentes et les adolescents sont des individus en voie d'autonomisation, je compte sur les parents pour discuter de sexualité. Je compte sur les parents pour discuter de sexualité, des pouvoirs, des plaisirs, des dangers et aussi des responsabilités. C'est premièrement à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'intérieur et aussi par les institutions scolaires et dans la société civile que l'on doit aborder le discours sur la sexualité. Il faut aider nos jeunes à développer un esprit critique et à les rendre autonomes. Il faut que la distance à l'égard des déterminations sociales soit là. Il faut que le choix soit réel. Et si on peut permettre à nos jeunes d'avoir une sexualité active, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Et il faut qu'il y ait un choix aussi au niveau de la sexualité que l'on choisit d'exercer. Il faut que les choix soient réels. Pour terminer, que devons-nous penser de cette culture pornographique ambiante? Il y a certainement des raisons de s'en préoccuper. Je n'ai pas le temps ici pour développer sur le sujet. Mais si l'on considère que la pornographie, dans son courant dominant, rend érotique une relation hiérarchique fondée sur la différence sexuelle, on peut penser qu'elle est profondément réactionnaire.
En ce sens, elle s'oppose à la reconnaissance de l'égalité entre les sexes, reconnaissance que tentent d'établir tant bien que mal nos sociétés démocratiques. La démocratie porte en elle-même l'idéal d'égalité, mais aussi celui de la liberté. Ainsi, vivons-nous, surtout si on se réfère à cette idée de la postmodernité, vivons-nous dans une société pluraliste où il existe plusieurs modèles de la sexualité. Dans ce contexte pluraliste, il est clair que le modèle consommateur de la sexualité pornographique n'est pas le seul modèle auquel sont exposés nos jeunes. La sexualité avec sentiment constitue toujours un modèle socialisateur des relations entre les sexes. Des études montrent que les jeunes accordent aussi une valeur au sentiment, accordent toujours une valeur au sentiment et à l'amour et rêvent d'un avenir et d'une vie à deux. Si cette vie à deux se fait de plus en plus selon le modèle de la reconnaissance, de l'égalité et de la réciprocité, on ose espérer que l'égalité se voit déployée dans toutes nos institutions démocratiques, qui, à mon avis, mériteront ce nom lorsqu'elles auront vraiment reconnu que l'humanité est fondamentalement deux. Merci. Merci. Et M. Richard Poulain, professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université d'Ottawa. Bonsoir. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je vous remercie d'être là. Et je vais aller rapidement. Je vais vous parler de corrélation ce soir. Je vais essayer d'élargir le débat. Donc, de deux niveaux de corrélation. Je viens de travailler pendant plus d'1 an sur les industries du sexe et les enfants. Et je me suis aperçu que l'hypersexualisation ou la sexualisation précoce n'est pas un phénomène propre à notre société de ce moment-ci. Elle existe dans d'autres sociétés et dans l'histoire. Par exemple, lorsque on a légalisé et mis les personnes prostituées en bordel dans la Grèce antique, à Athènes, les personnes qu'on mettait en bordel, c'était des enfants surtout, des fillettes et des garçonnets. Donc, les industries du sexe ont participé à une sexualisation précoce des enfants. Idem, lorsqu'il y a eu l'explosion de l'industrie de prostitution pendant le puritanisme anglais, à Londres, il y avait 5000 bordels, dont 500 spécialisés dans les fillettes de 10 à 12 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène propre. Et une des choses, je crois, qu'il faut mettre en lumière, c'est cette corrélation avec l'industrie du sexe banal, légal, et la sexualisation des enfants. Ça n'atteint pas que la sexualisation des femmes. En fait, ma thèse, que j'ai essayé de démontrer déjà et sur laquelle je retravaille, les industries du sexe infantilisent les femmes, et on le voit avec toute l'histoire de la disparition du poil pubien, infantilisent les femmes et sexualisent les enfants dans un même processus. Donc, les questions d'hypersexualisation ou de sexualisation des enfants ou sexualisation précoce ou de sursexualisation, je ne me battrai pas sur la définition, mais on s'entend qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce n'est pas la prostitution qui est considérée comme banale, qui est légalisée dans plusieurs États d'Europe occidentale, qui est légalisée dans les pays du Pacifique Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, qui est banalisée dans nos sociétés, considérée comme un seul travail, comme un simple travail, et dans lequel on se réalise, et dans lequel les femmes ont un pouvoir sexuel parce qu'elles font payer des hommes. Moi, je pense qu'on légalise l'inégalité entre les femmes et les hommes dans tout ça, mais ça, c'est un autre débat. C'est pas ça. Parce qu'on a vu dans les autres périodes historiques. Qu'est-ce qui est peut-être différent aujourd'hui? C'est l'intrusion des codes pornographiques dans les mentalités, dans les façons d'agir, de voir le monde. La pornographie est omniprésente. Elle a colonisé l'ensemble des médias. Et là où j'ai voulu voir les effets de cette consommation de pornographie,
parenthèse, ça fait 25 ans qu'on ne fait plus d'enquête sur les effets de la consommation de la pornographie, parce qu'on a banalisé la pornographie, puis on a considéré la pornographie comme une liberté d'expression. Quel chercheur va faire de la recherche sur la pornographie s'il est accusé d'être contre la liberté d'expression? C'est tout un défi dans ce temps-là de passer pour un méchant totalitaire. Donc, c'est l'intrusion des codes. J'ai essayé, en faisant un questionnaire passé aux jeunes, de voir les rapports, la consommation des jeunes, et de voir les rapports entre cette consommation et leur corps. Je n'ai pas osé aller plus loin que ça. Sur la sexualité, c'est compliqué. Vous voyez ici une corrélation. Bon, la chose qu'on apprend qui est très intéressante, c'est que 75% des filles s'épilent partiellement ou totalement les poils du pubis, et c'est pas pour les raisons de maillot de bain, là. Hein? Ça, c'était mis de côté. Tout comme ici, vous avez le piercing, mais pour les filles, un trou dans l'oreille ne comptait pas comme piercing. Ça n'en prenait plus qu'un. Parce que sinon, toutes les filles sont body piercées aujourd'hui. Donc, vous voyez les contraintes de la recherche. Donc, je n'ai pas été sur la sexualité parce que ça, c'est des questions complexes. Et je suis sociologue et j'avoue que je ne connais pas tous les méandres des questions sexuelles. Donc, je me suis limité au rapport au corps, qui est déjà pas mal significatif parce que moi aussi, je crois qu'il y a des transformations dans notre rapport au corps. Je pense qu'ils ont été bien expliqués, je ne reviendrai pas dessus. La corrélation ici, qu'est-ce qui est le plus important? Plus vous commencez à consommer jeune, plus vous allez être tatoué et body percé. Je ne dis pas qu'il y a une cause à effet entre les deux. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se produit là-dedans. L'importance de tout ça, regardez, là, c'est 10 ans ou moins, là. 11 ans, 12 ans. La moyenne d'âge de consommation, c'est 12 ans pour les filles. On parle de consommation, pas la première fois qu'ils ont vu ça par hasard. 12 ans par les filles, 13 ans par les garçons. Encore une fois, les garçons sont un peu en retard sur les filles. Mais ça, c'est habituel. Et le principal lieu de consommation de pornographie, c'est pas Internet, c'est la télé. C'est les DVD, les vidéos du papa. C'est la télé qu'on peut payer. Hein, pay-per-view. C'est super écran qui en passe, en veux-tu, en v'là, à tous les week-ends, le mercredi, etc. Il y a un accès à la télé. C'est là, principalement. Par la suite, ça se déplace sur Internet. Donc, vous voyez les corrélations, c'est très intéressant. J'ai discuté avec Mme Irigoyen, je sais la prononcer, vous savez, la personne qui a parlé du harcèlement moral, qui vient de faire un livre sur la violence faite aux femmes, qui est une psychanalyste et une psychiatre de ces affaires-là. Puis elle me disait, écoute, à ces âges-là, là, 10 ans, 11 ans, 12 ans, lorsqu'on consomme des images comme les images de la pornographie, ça fixe les fantasmes sexuels, tant chez les garçons que chez les filles. Ces fantasmes sexuels, il faut les décrypter pour les comprendre. Le premier, et ça, on voit tout ça, ce discours-là est répercuté dans les magazines féminins et les magazines pour adolescentes. Le premier fantasme, la femme doit faire plaisir à l'homme. C'est la jouissance masculine qui est déterminante. Tout doit être fait pour que l'homme jouisse. La femme n'est qu'un faire-valoir du plaisir masculin. C'est ça qu'on voit aussi dans la prostitution. Hein? C'est la même chose. Les femmes sont là pour le plaisir masculin. Et qu'elles soient féminines, la prostitution, que ce soit des femmes, des petites filles, femmes de tout âge, ou qu'elles soient masculines, des jeunes hommes, des garçons, des travestis, des transsexuels, ce sont surtout et pratiquement uniquement des hommes qui sont prostitueurs, clients de la prostitution. Donc, c'est une sexualité en faveur de l'homme. Une sexualité où il y a des rapports, bien sûr, évidents de domination d'un sexe par rapport à l'autre, où un sexe est soumis à l'autre, où il y a une violence. Mais on est tellement habitués. Quand j'écrivais dans les années 80 mes textes qui s'appelaient « La violence pornographique », les gens trouvaient ça pas mal évident, parce que, mais par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est soft. Puis on a de la misère à dire que c'est violent. Il faut
trouver des tournures, puis la banalisation des industries du sexe nous emmène à un paradoxe fantastique mis en lumière par la Gazette des femmes lorsqu'elle a parlé de l'hypersexualisation. Et je vais terminer là-dessus. Ça va? On n'a jamais été dans une société aussi égalitaire entre les hommes et les femmes dans toute l'histoire. L'égalité, la lutte pour l'égalité n'est pas terminée, mais on n'a jamais été dans une société aussi égalitaire. Les femmes n'ont jamais eu autant de droits dans nos sociétés. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'explosion des industries du sexe, où la femme est révélée à un objet sexuel, à une marchandise sexuelle, on n'a jamais été autant inégalitaire en même temps. C'est le paradoxe actuel. Et bien sûr, dans un tel paradoxe, il va y avoir des conflits, il va y avoir des résultats, etc. Il va y avoir des rapports de force, il va y avoir des reculs. Mais c'est le paradoxe actuellement. Et ça, je pense qu'on doit s'adresser à ce paradoxe. Et peut-être arrêter de penser que la pornographie relève la liberté d'expression. Et pas juste lutter contre la pornographie qui utilise les enfants parce que ça, tout le monde pense que c'est exagéré. Peut-être qu'il faut remettre en cause ces industries du sexe et arrêter de les banaliser parce que pour moi, ce sont un des grands facteurs actuellement qui, j'appelle ça, on assiste actuellement à une contre-révolution des mœurs, à une contre-révolution sexuelle par la banalisation des industries du sexe. Et cette banalisation a des effets, ça c'est sûr, sur les jeunes et sur la société dans son ensemble, surtout si Mme Irigoyen a raison, que ça fixe les fantasmes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme société. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans les rapports entre les hommes et les femmes avec cette fixation des fantasmes. Mais une chose est sûre, ce n'est pas l'égalité qui est promue. Merci. Merci, M. Poulin. Donc, on va rejoindre Mme Théberge à Québec. Est-ce que tout ce phénomène de l'hypersexualisation, évidemment aussi des solutions à apporter, est-ce que ça préoccupe votre gouvernement actuellement? Alors, mesdames et messieurs, chers amis, ça me fait plaisir de participer au grand débat Prenez position. Vous savez, je suis très sensible au nouveau phénomène de la sexualisation précoce des filles et particulièrement au message social véhiculé à propos de l'image corporelle des femmes de tout âge. Vous le constatez comme moi, ce phénomène suscite de sérieuses inquiétudes, tant par son impact, je vous dirais, sur les rapports égalitaires entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, que par le retour en force des stéréotypes sexuels et sexistes. Nos propos, je dirais, se rejoignent à plusieurs égards et je pense que c'est par le biais de discussions comme celle d'aujourd'hui que nous pouvons affirmer que nous avons dépassé le stade de démontrer l'existence du problème. C'est donc dire que nous sommes entrés en mode solution. Et ça, c'est bien important. Pour ma part, je suis convaincue que la réflexion sur la question de l'hypersexualisation doit être menée en prenant pour assise deux postulats importants. L'égalité entre les hommes et les femmes et les modèles sexuels véhiculés dans l'espace public. Moi, je suis la mère d'une fille et d'un garçon. Alors, je crois qu'on ne peut pas chercher des solutions à l'hypersexualisation des jeunes filles sans aussi s'adresser aux garçons, puisque c'est le désir de leur plaire qui est sans contredit la première motivation des jeunes filles dans ce jeu dangereux. Parallèlement à cet enjeu de l'hypersexualisation des jeunes filles, il y a aussi donc à intégrer des réflexions pour rejoindre nos garçons, pour travailler aussi avec eux à la promotion des comportements égalitaires et à une sexualité responsable et respectueuse. Je ne crois pas que ces comportements soient volontaires. Je m'explique. Il n'y a pas une volonté chez les filles de faire de leur corps un instrument. Et de la même façon, je ne crois pas qu'il y ait chez les garçons une volonté consciente de se donner un pouvoir sur leurs camarades féminines. Nos jeunes se trouvent entraînés dans une spirale. C'est un tourbillon qui est formé
vous en avez parlé avant moi, de pression des industries de la mode, de la beauté, de vedettes aguichantes, de vidéoclips asservissants, de cyberpornographie, de films, de publicité aussi dégradantes. Et tout ça crée une distorsion des valeurs et une distorsion de la réalité. Et c'est à cette spirale que nous devons mettre fin. C'est donc pour cette raison que, parallèlement à la politique sur l'égalité entre les femmes et les hommes que je déposerai bientôt, j'ai demandé au Conseil du statut de la femme de produire un avis sur la question précise de l'hypersexualisation des jeunes filles qui me sera remis en début de 2007. Lorsque nous évaluons les problèmes de santé liés au phénomène de l'image corporelle des jeunes femmes, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique et d'une urgence sociale. Merci de votre attention et bonne fin de soirée. Merci, Mme Théberge. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions à poser à nos panélistes, il y a des micros ici, il y a toutes sortes de thèmes là, qui ont été évoqués. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont vraiment été proposées? Est-ce qu'il y a des solutions à un problème aussi gigantesque? Moi, j'ai l'impression que c'est comme un combat à vous entendre un peu vain quand on regarde le rouleau compresseur de l'industrie, entre guillemets, pornographique. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser ou... Il y a deux micros. Sentez-vous à l'aise? Alors, bonsoir. Ça me prend beaucoup de courage pour venir exprimer ma position. Alors, mon nom est Joanne Otis. Je suis professeure au département de sexologie. Je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en éducation à la santé et j'ai eu le privilège de faire plusieurs études sur la sexualité des jeunes depuis les années 85. Alors, ce que nous avons entendu ce soir est l'expression, je pense, de la confusion qui tourne encore autour de la définition de l'hypersexualisation comme phénomène social ou autre. Je suis contente de la définition ou de l'essai de ma collègue Francine Duquette qui au moins nous donne certains points de repère auxquels nous accrocher. Je voudrais revenir sur trois présupposés qui sont à l'intérieur de ces définitions-là et qui ne me semblent pas, pour l'instant, reposer sur des données probantes. Donc, lorsqu'on parle de banalisation du sexe oral, les études qui ont été réalisées dernièrement ici au Canada et au Québec, lorsqu'on en a fait la recension des écrits et qu'on a regardé les données, nous démontrent que l'âge à la première relation orale est à peu près concomitante avec l'âge à la première relation vaginale. Ça m'amène à parler de la précocité des relations sexuelles. L'âge moyen aux premières relations depuis 90 n'a pas changé. Il est encore autour de 16 ans, autant chez les garçons que chez les filles, et avec quelques variations à l'intérieur des provinces. Donc, c'est des choses, des présupposés sur lesquels il faut réfléchir avant de parler de cette problématique-là. Le troisième point, le troisième présupposé est toute la modélisation autour des fuck friends. Effectivement, les mises en relation des jeunes ont changé parce que le contexte social a changé et je pense que ce soir, on en a eu une excellente démonstration. Mais dans ce contexte-là, le nombre de partenaires moyens pour le même âge pendant les 10 dernières années n'a pas changé, ni chez les filles, ni chez les garçons. Donc, comment on peut tenir un tel discours si finalement les jeunes, à ce moment-là, auraient une certaine résilience à tout ce qui se passe? Et le développement psychosexuel des jeunes n'aurait pas tant changé, sauf que le contexte dans lequel ils évoluent, lui, a changé. Et je pense que ça, c'est important de le souligner. Donc, mon inquiétude à l'heure actuelle est que je crois que nous faisons partie de ce qui crée la nouvelle norme. Et lorsque les jeunes, j'aurais aimé qu'ils soient ici ce soir, il y en a, j'espère que vous allez vous exprimer. En passant, j'ai 4 enfants, dont des percés, des tatoués de 27, 26, 22 et 8. Donc, j'ai aussi des préoccupations intergénérationnelles dans mes réflexions. Donc, je pense qu'avec des débats comme celui-ci, lorsqu'on a un discours relativement monolithique, nous contribuons à la construction de l'hypersexualisation et de l'institution de ce phénomène-là comme étant une norme. Alors, le jeune qui nous écoute ce soir se dit, ben moi, j'ai pas fait de pipe à 12 ans, puis je fais pas ça dans tous mes parties, donc je ne suis peut-être pas normal. Alors, je pense que le phénomène existe, qu'il faut s'en préoccuper, que l'intervention doit toucher les médias,
les gens comme nous qui faisons ce type de débat-là, les parents qui doivent être rassurés et non pas voir chez leurs jeunes la perversion et les effets négatifs d'une sexualité qui pourrait se vivre comme on l'a vécu il y a 30 ans. D'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir à ça? Moi, j'aimerais revenir, Joanne, sur certains des propos par rapport, entre autres, au portrait statistique. C'est vrai que c'est toujours le portrait statistique qui cristallise ou qui donne l'idée de qu'est-ce que ce serait le taux de jeunes qui ont pratiqué le sexe oral. Moi, la dernière étude que j'ai en liste, qui est une étude canadienne de Santé Canada, qui était réalisée auprès de 11 000 jeunes de 7e année, 9e année, 11e année, donc ça veut dire secondaire 1, 3 et 4 à peu près. Il y avait 30% des jeunes de secondaire 3 qui avaient pratiqué le sexe oral, okay? Donc qui ont autour de 14-15 ans. Il y a des études aussi américaines qui le confirment. D'ailleurs, c'est un bel exemple, le sexe oral, parce que ça en est un des exemples où c'est documenté. On a une augmentation du taux de sexe oral, puis dans le discours des jeunes, là où ils le banalisent, ils vont dire c'est pas la même chose que la relation sexuelle. Pour eux, c'est la pénétration vaginale. Ils considèrent qu'il y a moins de risques pour la grossesse, il y a moins de risques pour les ITSS. Donc, ils ont l'impression que ça va par rapport à la pénétration vaginale. C'est dans ce sens-là qu'il y a une banalisation. Et certains auteurs américains, notamment, vont dire c'est pas le fait, on s'entend, c'est pas le fait que des jeunes pratiquent le sexe oral, c'est le contexte, la perception qu'ils ont, le sentiment de voir le faire, notamment davantage chez les filles parfois, et surtout le fait que par rapport à la pénétration vaginale, les jeunes vont se questionner sur est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête? Or, on a le sentiment que maintenant, pour le sexe oral, ce qui est un rapport intime aussi, ils n'ont pas le même type de questionnement. C'est comme s'ils n'ont pas transféré nécessairement ce questionnement-là, à savoir est-ce que je suis prêt ou prête. Et c'est là où les recherches sont nécessaires. Quand tu parles je me permets de la tutoyer parce que je connais Joanne, mais quand on parle du phénomène des fuck friends, on le sait aussi, et tu le sais très bien pour avoir fait de nombreuses recherches, quand on demande à des jeunes, est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avec votre chum ou votre blonde, ou votre amoureux ou votre amoureuse, maintenant on a dû ajouter, est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'était pas ni votre amoureux ni votre amoureuse? Et même à ça, on va avoir aussi à préciser encore plus parce que avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est ni notre amoureux, notre amoureuse, ça peut être aussi dans un contexte d'abus. Donc, il y a de plus en plus de phénomènes où on a aussi à détailler, à préciser la question pour avoir un portrait plus juste. Deux questions par courriel. C'est une dame donc de Jonquière, Lynne Brassard, qui nous dit « Je suis une mère de 2 adolescentes. Mes 2 filles regardent avec intérêt les émissions de télé-réalité. J'aimerais savoir ce que Mme Duquet pense des émissions comme Love Story. » Est-ce que vous la regardez? Est-ce que vous la regardez? L'avez-vous déjà regardé? Love Story, oui, j'ai déjà regardé. J'ai eu ce grand plaisir. Moi, je pense qu'il faut le mettre dans son contexte. Hein. C'est de la télé-réalité, c'est du spectacle. Et c'est où on utilise des gens pour faire parler d'eux dans un contexte tout à fait artificiel et où on doit avoir un objectif qui est soit un couple en bout de ligne et tout ça. Donc, il y a quelque chose, tout le contexte est artificiel, même si les gens qui sont là peuvent se révéler, peuvent parler d'eux. Mais on doit jouer aussi sur la cote franchement sexuelle et tout. J'ai vu, moi, une des scènes il y a quelques semaines où il y avait une des participantes se faisait masser par 6 des gars. Okay, et ça passe à 7 heures le soir. Là, okay? Donc, c'est là aussi il faut voir quels sont les messages au niveau de la télé-réalité. En plus, c'est des extraits. Hein, on décide. C'est-à-dire qu'il y a un choix des extraits qui nous sont présentés puisque c'est diffusé pendant 24 heures. L'année dernière, une des participantes avait dit à un moment donné « J'ai envie d'une queue ». Donc, ça veut dire qu'il y a des réalisateurs qui ont décidé de choisir cet extrait-là qui était pour être diffusé aux mêmes heures. Donc, on donne aussi, on donne à voir, on donne à penser dans le sens on donne des images aussi cristallisées par rapport à ça. Mais je veux juste finir en disant, c'est la somme de ces messages-là. C'est pas que Love Story, là, puis tout à coup, tout se passe via Love Story. C'est que c'est dans les publicités, c'est dans les vidéoclips,
c'est les téléréalités, c'est beaucoup de choses et on a très peu de messages opposés, compétitifs, qui pourraient nous donner d'autres modèles de la séduction, d'autres modèles de l'apparence, et donc dans ce sens-là qui ferait le contrepoids. Madame. Donc, ma question pour vous est-ce que vous êtes prête à dire que l'une des principales causes de l'hypersexualisation des jeunes ou leur sexualisation précoce est finalement due au fait qu'en tant que société, on a banalisé la pornographie et que son accès est très facile? Et si oui, est-ce que vous êtes prête à dire qu'une certaine censure des images sexuelles ou à caractère sexuel, que ce soit dans les journaux, les magazines ou la télévision, pourrait aider à ralentir ce phénomène qui est assez alarmant? Des questions difficiles. Aïe, 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 aïe. Je dis pas que c'est la cause ou la principale cause, parce que c'est un faisceau de facteurs. Bien sûr, moi, je me suis spécialisé dans l'analyse de la prostitution, de la pornographie, et j'essaie d'avoir certains des effets sociaux, et je suis persuadé qu'il y en a. Hein? J'imagine que pour la publicité, c'est la même chose. C'est pas parce que je vois une annonce de Tide que je vais aller courir au magasin m'acheter du Tide. Mais s'il n'y avait pas d'annonce de Tide, peut-être que les gens n'achèteraient pas du Tide aussi. Donc, il faut savoir jusqu'où va l'influence, puis il y a des contre-influences aussi. Mais moi, je suis d'avis, je vais vous donner un cue, là. Je pense que tous les problèmes de division du mouvement féministe tel qu'on les vit actuellement vient du grand échec de la lutte contre la pornographie en 84-85. Les divisions ont commencé là, ils se sont poursuivis maintenant. Et donc, le grand problème, s'il y avait un mouvement qui pouvait proposer des solutions par rapport à la pornographie, c'était bien le mouvement féministe, mais il était extrêmement divisé là-dessus par la suite, à la suite de l'échec. 84-85. Tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis, c'est dans les mêmes eaux. Et donc, là, on vit de cet échec-là. Moi, je suis plutôt d'avis s'il y avait une solution législative, mais ça, c'est toujours délicat, je serais plutôt d'avis de faire une loi comme ça existe en France sur le racisme, où un citoyen fait une plainte pour propos racistes, par exemple, M. Le Pen fait une plainte, ça s'en va en cours, puis il y a un débat social. Si on pouvait faire des plaintes pour, je sais pas moi, sexisme par rapport à la pornographie, et donc avoir le débat social, je suis persuadé que la conscientisation, les débats feraient avancer bien plus les choses que la simple interdiction. Je trouve ça effectivement important, votre question. Hein, c'est un réel débat, la censure, la liberté d'expression. Moi, je vous dirais que j'ai de réels questionnements sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'accessibilité de la porno sur Internet. Et je pense que même les ministères aussi s'en préoccupent actuellement parce que ça change toutes les données. Hein? C'est-à-dire qu'on sait que les films porno, c'est pour 18 ans et plus, ça s'adresse à un public adulte. Donc, c'est vrai qu'il y aura un réel questionnement à faire. Mais en même temps, moi, je vous dirais, sans vouloir diaboliser la porno, c'est vrai que les jeunes ont accès à des images qui sont bien différentes de ce que les gens pouvaient voir il y a 20 ans, d'une part. Mais il ne faut pas oublier que la pornographie, c'est un univers excitatoire. Donc, le corps réagit et les jeunes qui sont en pleine découverte aussi de leur corps, c'est des images très forte. Mais en même temps, il faut leur faire réaliser que c'est une entreprise commerciale. Tout est exagéré, la taille des sexes, la grosseur des seins, le nombre de partenaires, le facteur arrive, la voisine, ça y tentait. Tout est exagéré. Et à partir du moment où on développe l'esprit critique et où les jeunes font la différence entre la réalité et la fiction, ils ne le voient pas de la même façon. Je ne dis pas qu'il faut toujours miser sur l'éducation pour contrer des phénomènes importants, mais il faut miser sur l'éducation et il faut avoir un réel questionnement socialement par rapport à ce qui se passe sur Internet. Si on va apporter des solutions, il va falloir aussi peut-être modifier le contenu des émissions télévisuelles, modifier aussi la réglementation des annonces publicitaires, parce qu'à tous les coins de rue, on a des publicités de filles en maillot ou encore en sous-vêtements, et on ne se sent pas à l'aise avec cet environnement qui est l'espace public. C'est plus que l'environnement médiatique, c'est notre espace public. Bonsoir, je m'appelle Marianne, je suis en secondaire 5. Donc, il y a une chose dont vous n'avez pas vraiment parlé, puis j'aimerais vraiment ça savoir, c'est des solutions
entre jeunes? Parce que là, vous parlez beaucoup de solutions de parents à enfants, d'adultes à adolescents, mais de amis à amis. Je sais pas, j'aimerais ça beaucoup plus toucher ça, puis vraiment, c'est ça. Mais je croirais que ce qui est fondamental, en fait, c'est la communication, hein? La capacité de communiquer ce que l'on veut, en fait, et d'établir les limites et d'être capable, en tant que femme, justement, d'imposer ces limites-là, là où on désire qu'elles soient, ces limites-là, en quelque sorte. Et moi, j'ajouterais aussi peut-être le fait de parler entre filles et entre gars aussi. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des tribunes pour que les gars puissent discuter entre eux de ce qu'ils perçoivent, de ce qu'ils vivent, de comment aussi ils peuvent le dire autour d'eux, ce avec quoi ils sont pas d'accord ou d'accord, peu importe. Et la même chose aussi entre filles. Mais il y a aussi tous les événements, par exemple dans des parties, là, OK, parce qu'on parle d'hypersexualisation, mais il y a des liens aussi avec la consommation d'alcool, la consommation de drogue. Quand tu as pris bien de l'alcool dans un party, là, ben, tu as beaucoup plus le goût d'aller en Frenchie 3-4 avant la troisième bière. Hein. Ça joue un peu sur les limites, la pudeur, etc. Et la solidarité entre jeunes peut devenir très important parce que si je vois que ma copine, elle est ivre et puis qu'il y a un gars qui l'amène, dans la chambre à côté, mais la solidarité féminine entre filles, c'est d'aller la chercher. Et la même chose, d'ailleurs, moi, je fais l'exercice avec les jeunes et je leur dis, si jamais, ton chum, il est sur la piste de danse, il est ivre, et puis il y a 3-4 filles qui sont autour de lui, puis une qui le french, puis l'autre le caresse, puis tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ton copain, il est saoul, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, les gars me disent, hey, je vais pas le chercher. On va passer pour un niaiseux, etc. Puis je leur dis, pourtant, c'est la même chose que ce qu'on vient de dire par rapport à la jeune fille. Elle était ivre, elle n'était pas en mesure de décider ce qui se passait. Donc, elle avait besoin aussi de ses copines autour dans ce cas-ci. Et je pense qu'il y a des réflexions qu'on doit avoir, puis il y a des solidarités qui doivent se développer parce que vous le savez très bien, tu le sais très bien, et c'est pas souhaitable non plus que 24 heures sur 24, vos parents soient là toujours à tout contrôler, mais avoir des éléments pour comprendre, faire des choix, avoir des amis aussi qui nous aident, qui nous protègent d'une certaine façon quand on peut être dans des situations à risque, et puis effectivement la communication. Mais il faut s'habiliter à communiquer. Il faut aussi dire comment moi je me sens, identifier comment je me sens, puis aussi comment je peux le verbaliser. Mais en même temps, participer à des projets comme ça, se rendre visible, ça aussi c'est intéressant, que des jeunes prennent position. C'est pas seulement l'UQAM qui a à prendre position. Merci. Merci. En tant que parent, c'est correct d'être capable de s'imposer. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect à notre enfant, mais il y a un cadre, il y a un minimum. Puis par la suite, oui, d'aller chercher les ressources nécessaires. Puis c'est pas facile comme parent. On parle de l'hypersexualisation aujourd'hui, mais moi j'ai 36 ans, hein, puis les pipes, là, ça a commencé dans mon temps, des affaires secondaires 1, là. Même dans mon temps. C'est vrai, puis on a souvent commencé à faire l'amour avec un homme pour lui faire plaisir, sans comprendre c'était quoi, on n'avait pas envie, mais on l'a fait pareil pour pouvoir le garder. Alors je me dis... je sais pas, je trouve que c'est vrai, c'est toute la communauté, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte, travailler ensemble. Mais si on est déjà, les adultes sont déjà démunis. Les intervenants, c'est beau, je félicite qu'ils font des programmes, tout ça. Mais entre parents, dans la vie de tous les jours, comment faire, comment parler, comment dialoguer avec les jeunes pour les sensibiliser, pour les amener à comprendre que c'est important. Si tu as envie de faire l'amour, c'est correct. Mais c'est de comprendre... Toi, c'est quoi l'amour? Puis qu'est-ce que tu recherches là-dedans? Puis te satisfaire toi et satisfaire l'autre. Merci. Est-ce qu'il y a une réponse courte? Bon, il y a des parents qui sont naïfs, il y a des parents qui sont ignorants des phénomènes, il y a des parents qui sont tout à fait adéquats mais épuisés. Parce que c'est dur hein, de se faire dire « t'es la pire des mères », t'es la seule qui exige ça, admettons. Puis il y a des parents qui sont démissionnaires aussi. Il y a des parents qui sont en manque de repères, ils ne savent pas jusqu'où aller, qu'est-ce qui est correct, effectivement. Ça, c'est un fait. Donner un cadre, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les limites, ça donne un cadre et ça nous aide à nous construire comme enfants et comme adolescents. Madame. Très court, Lilia Goldfarb, Voix des femmes de Montréal. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille sur les dossiers de la sexualisation précoce et dès le départ, j'ai voulu susciter beaucoup
d'espace, de réflexion, donc je suis très ravie d'avoir cette discussion ce soir. Je voulais dire, nous avons développé un outil pour les parents, donc c'est disponible gratuitement sur le site du Y des femmes de Montréal, et c'est un guide d'accompagnement pour les parents des filles préadolescentes, donc toutes les questions que les parents peuvent se poser et des exemples de réponses et de réflexions pour les parents. Merci. Question ou remarque courte? Très courte. Ma question en soi est que j'entends beaucoup parler de l'hypersexualisation et l'impact sur les femmes, mais est-ce que vous avez des programmes ou des conseils donnés aux jeunes hommes? Parce que quand même, j'étais au cégep il y a fort longtemps, et puis... les hommes aussi ou les adolescents, il y avait aussi des pressions. Oui, tu as les jeunes filles qui s'appellent comme Britney Spears, mais là, tu as le gars qui la regarde puis qui doit réagir de certaine façon. En même temps, j'ai trouvé intéressant que la madame mentionne les clips vidéo qui montraient les filles comme étant des objets sexuels et très dégradants. Sauf qu'en même temps, en contrepartie, tu as les hommes qui regardent les stars de cinéma, les gars qui ont comme le six-pack, qui sont super, qui ont de l'argent, puis qui se disent « OK, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'argent? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas un super athlète? Et qu'est-ce que tu fais également quand tu es dans un party, puis il y a la fille qui est sous, justement, votre exemple, et le gars, il y a quand même la pression de ses amis qui dit va donc la voir, la fille, elle est sous, va la pogner. » Puis peut-être que le gars, il n'a pas envie, sauf que la pression sur la fille qui est de se montrer, la pression sur le gars de prendre, parce qu'un gars vierge à 20 ans, c'est pas bon. Oui, tout à fait. Et effectivement, le phénomène de l'hypersexualisation et la sexualisation précoce, ça ne concerne pas que les filles. Les gars aussi sont concernés, puis on doit faire aussi réfléchir, puis intervenir, même intervenir avec un langage qui s'adresse aux gars, un discours qui s'adresse aux gars, parce que je pense que, enfin, je ne sais pas en termes de calcul si on est majoritairement des femmes ici dans la salle, mais on a un discours féminin sur la sexualité. Il va aussi falloir pouvoir parler aux gars de sexualité, d'amour, et que des hommes aussi s'impliquent et puissent en parler aux jeunes. La question que je voulais poser, c'était la suivante. Il y a quelques années, dans Newsweek, il y avait en page couverture un article sur les jeunes hommes, l'exposition à la pornographie et le fait que cette exposition, cette surexposition à la pornographie, on pourrait dire à la sexualité en général, amenait une espèce d'ennui sexuel, des troubles érectiles, et ça en début de vingtaine, qu'on commence à voir qu'il y a une espèce de désintérêt face à la sexualité pour les jeunes hommes. Et quand je pense à l'intervention auprès des adolescents et des adolescentes, que si c'est le cas, parce que Newsweek, c'est pas nécessairement la science, mais c'est quand même quelque chose qui reflète, j'imagine, un phénomène qui est en train d'être étudié, ce serait peut-être bon, justement, de parler de ce qui arrive quand on y a une surconsommation de la sexualité. J'aimerais intervenir pour replacer le débat à un autre niveau aussi. Vous savez, le phénomène est mondial, il n'est pas juste propre à notre société. Et il me semble que la banalisation de ces industries dans nos sociétés est un facteur important. Bien sûr, je n'ai pas de solution immédiate. Je pense qu'il y a plein de trucs. Mais il y a aussi toute cette complicité des parents. Parce que j'entendais et j'écoutais, puis... Moi, je vois encore les parents qui amènent leur jeune fille de 12 ans à se faire épiler les poils. C'est pas elle-même qui va se faire épiler les poils. Donc, il y a aussi, en partie, les parents voient eux-mêmes leurs enfants comme étant possiblement des gens qui doivent développer leur aspect de séduction. Et la séduction passe par la transformation du corps chez les femmes, très peu chez les hommes. Donc, les parents voient ça comme étant une voie d'avenir pour leurs enfants. Une voie importante de réalisation de soi. Et le discours des magazines féminins, que ce soit pour adolescentes ou pour adultes, l'estime de soi, la réalisation de soi passe par faire plaisir à l'autre. Parler souvent de parents à parents, parce qu'on s'entend ici que dans la salle, c'est surtout des parents qui parlent sûrement pas de sexualité avec leur enfant au souper, parce que c'est pas vraiment un sujet qu'on parle au souper. C'est un sujet qui est quand même assez tabou, c'est vrai. On parle souvent, c'est ça, de parents à parents, mais on fait jamais vraiment parler les adolescents. On les fait parler en tant que, dans des statistiques, dans des sondages, en tant que témoins, en tant qu'exemple, en tant que victime, mais on ne les fait pas vraiment souvent parler en tant que spécialistes.
C'est sûr que les adolescents ne peuvent pas vraiment s'improviser spécialistes, mais on est au courant de l'hypersexualisation, puis souvent on nous prend un peu comme naïfs. C'est sûr qu'on n'en parle pas vraiment, c'est sûr qu'on le vit, puis en même temps on le vit parce que c'est vrai, on est pris un peu dans cette spirale-là, mais on est quand même conscient de ce qui se passe. Puis je trouve qu'on devrait en parler comme un peu plus comme spécialiste que comme victime. Puis c'est quoi la différence entre la séduction et l'hypersexualisation? Être concerné, c'est pas être victime. Hein, tu disais, est-ce que je suis victime parce que je travaille ou je me préoccupe de l'hypersexualisation? C'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, quand on est, puis même aussi comme adulte, hein, parce que comme femme, là, les crèmes anti-rides, là, oui, c'est toujours, peut-être que celle-là, ça marcherait. Donc, on est aussi beaucoup victime du marché économique, du marché de la séduction. Même certains auteurs ont parlé du terrorisme de l'apparence. Tellement maintenant, c'est tellement fort le fait de vouloir séduire, de vouloir plaire. Et c'est important ce que tu dis parce qu'il faudrait surtout pas comprendre que c'est mal de séduire. Tout le monde veut plaire dans la vie. Tout ça pour dire que le désir de plaire, il est légitime, il est important, ça fait partie de la vie. Il faut quand même se questionner sur jusqu'où on est prêt à aller pour ne pas déplaire. Jusqu'où on est. Et parfois, certains et certaines peuvent aller très loin pour avoir un pseudo-regard amoureux, notamment. Madame. Alors, bonjour. Je m'appelle Geneviève Morin. Je suis intervenante jeunesse à la Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville. Et puis, je suis très, très contente de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je suis très contente qu'on en parle surtout. On parlait de solutions. Il a été beaucoup demandé des solutions concrètes. Je suis ici rapidement pour présenter quelque chose qui se passe à la Maison des jeunes qui est vraiment génial. On a un super beau projet. J'en suis très fière. Alors, je trouve ça important d'en parler. Si ça peut inspirer, si ça peut créer des partenariats aussi. Ça fait 1 an qu'on travaille avec les jeunes filles. On a organisé des cours d'autodéfense. On a fait des dîners dans les écoles, des ateliers prévention des agressions, des ateliers pour parler de la sexualité de façon différente. Madame Duquet, avec ses ateliers de formation, nous ont beaucoup aidés aussi. Alors, à ce niveau-là, les filles ont été conscientisées pendant 1 an. On a eu un groupe de travail de jeunes filles qui avaient le goût de faire quelque chose. C'est devenu leur cheval de bataille, l'hypersexualisation, et elles ont décidé de créer un magazine parce qu'elles ont trouvé que les magazines pour jeunes filles, ça les influençait énormément et ça les influençait mal. Alors, le 1er mars, le magazine Authentique va paraître. Le lancement va se faire à la Maison des jeunes. Alors, on ne va pas changer le monde, on va peut-être réussir à proposer un modèle différent, des pistes de solutions concrètes inspirées d'autres intervenants et l'assistance, les panélistes, si jamais vous avez l'occasion d'assister à ce bel événement. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci tout le monde. Merci à nos panélistes. On en aurait pour plusieurs heures et c'est un jardin d'inspiration pour de multiples reportages aussi par-dessus. Merci. Au revoir.